expliquer les relations qu'il y a donc, entre la Chine et la Russie. Est-ce que déjà ce sont deux pays dont on peut dire qu'ils sont alliés ? Non, on ne peut pas parler d'alliance ou même de pacte, mais plutôt d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Mais Pékin joue aussi une sorte de double jeu, on y reviendra. En fait, les deux pays ont des intérêts communs, notamment au plan géopolitique, avec cette volonté de faire front face à l'Occident, avec cette hostilité affichée face notamment aux Américains, la volonté de créer un nouvel ordre mondial. Et dans ce cadre, effectivement, il y a un partenariat économique fort qui s'est créé. La Chine, qui est tout de même le premier partenaire commercial de la Russie, qui exporte 15% de ses marchandises, ça représente 15% de ses exportations vers la Russie. Et en 2014, ces relations commerciales, elles se sont accélérées parce qu'on le rappelle, à ce moment-là, la Russie annexe la Crimée et il y a des sanctions économiques de la part de l'Occident. Et pour compenser les pertes au niveau occidental, les pertes de partenaires, eh bien Vladimir Poutine va nouer des contrats, des accords avec la Chine, avec un point d'orgue. Le 4 février dernier, Vladimir Poutine part à Pékin avant les JO de Pékin. Il faut préciser, Vladimir Poutine, on le décrit comme assez effrayé par le Covid. C'était l'un de ses premiers déplacements à l'étranger, ce qui montre quand même l'importance de la Chine pour le président russe. Et à cette occasion, il y a une quinzaine d'accords commerciaux qui sont annoncés, notamment un accord géant, 117 milliards de dollars de livraison de gaz et de pétrole russe vers la Chine. Mais là où on en vient au double jeu de Pékin, c'est que s'il y a une ultra-dépendance de la Russie envers Pékin, Pékin est beaucoup moins dépendant de la Russie, c'est un géant économique, la Chine, et le président chinois, il se garde bien finalement de prendre vraiment position. Il ne condamne pas l'invasion russe, mais en même temps, il n'y a pas de soutien explicite. Pékin qui ne veut pas se priver de ses partenaires européens, ses débouchés commerciaux notamment vers les États-Unis, et Pékin aussi qui voit peut-être d'un bon œil que la Russie soit de plus en plus isolée, parce que la Russie va se tourner de nouveau vers Pékin pour de nombreux accords et il y a de l'argent à gagner à la clé. Alors, merci beaucoup Catherine. Alice Ekman, est-ce que, je vais vous poser la question carrément, est-ce que Pékin peut être le juge de paix dans cette affaire ou pas, compte tenu du fait que la Russie a beaucoup besoin de la Chine ? C'est difficile et la position de la Chine n'est pas si ambiguë que cela au niveau diplomatique. Certes, la Chine n'a pas condamné ni l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'ailleurs, n'utilise pas le terme d'invasion. Non seulement elle n'a pas condamné, mais le ministère des Affaires étrangères chinois a indiqué que la Chine devait continuer à commercer normalement avec la Russie. Et régulièrement, les autorités chinoises s'opposent aux sanctions qui sont imposées à la Russie. Donc il y a quand même aujourd'hui un positionnement clair. Souvent, on fait référence à l'abstention chinoise aux Nations Unies, mais c'est une abstention active avec une reformulation de la résolution pour qu'elle soit moins virulente à l'égard de la Russie. Donc il y a quand même aujourd'hui pour moi un parti pris chinois au niveau diplomatique, politique qui est aligné avec ce que vous avez très bien résumé précédemment, c'est-à-dire un rapprochement Chine-Russie conséquent et continu depuis 2014 qui n'est pas qu'un mariage de raison, comme on l'a souvent qualifié. Ce n'est pas que pragmatique et temporaire. Il y a eu quand même des exercices militaires conjoints, Chine-Russie en mer Méditerranée, en mer Baltique, en mer de Chine du Sud, en Sibérie, en Asie centrale. La liste est longue. Alors on peut dire que c'est des petits exercices. Tout de même, ils développent aussi des équipements militaires ensemble, par exemple des systèmes d'alerte anti-missiles. Et de manière générale, on a vu sur le plan conceptuel et idéologique un rapprochement très profond dans leur rejet total de l'OTAN, de ce qu'ils appellent la présence militaire américaine et de leurs alliés dans leur environnement géographique proche, et une certaine division, on va dire, du travail, avec une Russie qui ne contredit pas la Chine sur Taïwan. D'ailleurs, il y avait une ligne dans le communiqué conjoint du 4 février qui assurait la Russie du soutien à la Chine. Et puis, une compréhension, quand même une lecture des événements qui est très convergente. La Chine, aujourd'hui, dans ses médias d'État et puis de manière officielle, accuse l'OTAN et les États-Unis d'être les premiers responsables de la guerre. Donc, mais est-ce que ça veut dire que la Chine pourrait aller jusqu'à soutenir militairement la Russie ou pas? Parce que la Chine, elle commerce aussi avec l'Europe, c'est important pour elle. Enfin. Pour moi, la question n'est pas celle du soutien. Est-ce que la Chine va soutenir ou pas la Russie? C'est la nature et l'ampleur du soutien davantage. Et ça, bien sûr, c'était un point d'interrogation. Clairement, les États-Unis aujourd'hui craignent un soutien militaire, puisqu'il y a une fuite, notamment dans Financial Times, qui évoquait éventuellement une aide par des livraisons de drones. Moi, j'ai pas d'informations pour confirmer ou infirmer ce développement, et c'est pas dans la tradition chinoise aujourd'hui d'amener ce type de soutien. Mais la première des questions, c'est le soutien quand même économique. C'est ça. La Chine va, en tout cas au niveau officiel, de mon point de vue, ne va pas
changer son fusil d'épaule. En termes d'importation des hydrocarbures, elle en a besoin aussi, donc il ne faut pas négliger cela. Après, il y a au niveau des entreprises, on voit certaines entreprises chinoises qui commencent à limiter leurs opérations sur le marché russe. On a vu par exemple des entreprises chinoises qui refusaient de livrer certains composants aéronautiques à des compagnies aériennes russes. On a vu par exemple le retrait partiel de Volvo ou de TikTok du marché russe par peur de sanctions extraterritoriales, sanctions secondaires. C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, les États-Unis menacent très fortement la Chine. C'était déjà le cas lundi à Rome lors de la rencontre entre Sullivan et Yang, les conseillers sécurité nationale des deux côtés, et aujourd'hui lors de l'appel, il y a une menace très claire américaine vis-à-vis des Chinois en disant si vous allez trop loin, attention, les sanctions secondaires sont réelles. Et cette menace peut être prise très au sérieux côté chinois parce qu'il y a déjà eu la même mise en application face à des banques chinoises qui ont continué à opérer avec l'Iran ou la Corée du Nord. Alors c'est ce qu'on peut ressortir manifestement de cette conversation qui effectivement a duré 2 heures. Je voudrais juste qu'on regarde ce qu'a dit le président Xi au président Biden lorsqu'il dit qu'effectivement personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une guerre. On le citait tout à l'heure, c'est évident. Un conflit n'est dans l'intérêt de personne. On va aller du côté de Washington pour retrouver Axel Monnier. Axel, on est d'accord. En fait, l'objet de ce coup de fil, c'était aussi pour Joe Biden de dire à la Chine ne remplacez pas, n'allez pas, comment on dit, temporiser, compenser, voilà, les sanctions qui sont les sanctions occidentales pour la Russie. Oui, parce que depuis quelques jours, les États-Unis sont très inquiets. En fait, le renseignement américain estime que Pékin se montrerait désormais ouvert à l'idée de potentiellement aider la Russie financièrement ou militairement, à la demande de cette dernière d'ailleurs. Et c'est évidemment ce que Joe Biden veut à tout prix éviter. Il sait très bien que le conflit changerait de nature, il sait très bien que cela impliquerait militairement, diplomatiquement aussi, et à l'inverse, il veut utiliser la Chine d'un point de vue diplomatique. Il est persuadé que c'est le seul moyen d'essayer d'arrêter Vladimir Poutine, que Xi Jinping et sa proximité avec le président russe sont une occasion pour essayer de dire au président russe de stopper ce qu'il fait actuellement en Ukraine. Voilà ce qu'il s'est agi de faire pendant 2 heures de conversation, quasiment 2 heures d'appel ici à la Maison Blanche dans la célèbre Situation Room. La Chine fait aujourd'hui l'objet de tous les soins de la part de Washington, mais en même temps, Washington a une marge de manœuvre très réduite. En effet, elle a besoin de la Chine d'un point de vue diplomatique, mais en même temps, elle doit montrer aussi de la fermeté. Et d'ailleurs, Anthony Blinken l'a redit hier, il y aura de fortes sanctions si Pékin, d'une manière ou d'une autre, aide Moscou. Merci beaucoup. Merci Axel depuis Washington. Catherine. Oui, effectivement, l'objectif des Américains, c'est vraiment que la Chine ne compense pas les sanctions qui sont infligées par les Occidentaux à la Russie. Parce qu'à partir du moment où l'OTAN et les Américains ont dit clairement qu'il était hors de question de s'engager militairement, le seul moyen de lutter contre la Russie aujourd'hui, ce sont les sanctions économiques plus le matériel militaire évidemment fourni aux Ukrainiens. Mais si ces sanctions sont anéanties ou en tout cas fortement réduites parce que la Chine, d'un autre côté, viendrait à l'appui des Russes d'un point de vue économique, évidemment, les sanctions occidentales seraient beaucoup moins efficaces. Donc c'était vraiment ce que le président Biden voulait dire aujourd'hui à son homologue chinois, sachant qu'en même temps, les Américains, depuis plusieurs années, ont expliqué que leur ennemi, leur grand adversaire sur Terre, désormais, c'était la Chine, notamment dans la guerre commerciale et économique. Donc ils demandent aux Chinois leur aide d'une certaine manière, mais tout en sachant que c'est une guerre à mort quasiment d'un point de vue commercial et économique. Donc l'équilibre est quand même extrêmement difficile à trouver. Oui, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la Chine. Hein, donc, mais en revanche, je pense qu'effectivement, dans la confrontation... Alors d'abord, quand on lit quelques chercheurs chinois, l'impression c'est qu'ils n'ont pas toujours totalement pris toutes les décisions sur ce qu'ils allaient faire. Enfin, en tout cas, il y a visiblement un débat stratégique. Et certainement, une chose qui doit en tout cas inquiéter les Américains, c'est que les Chinois vont regarder de très près comment les Occidentaux et les États-Unis réagissent à l'agression de Vladimir Poutine et sont capables de rester en soutien de leurs alliés ou des gens qui leur sont proches. Parce que dans la confrontation mondiale, évidemment, aujourd'hui, les faiblesses russes sont analysées par absolument tout le monde, les faiblesses militaires. Mais s'il y a des faiblesses occidentales, elles seront aussi vues par les Chinois. Donc je pense que là aussi, dans la réponse que doivent choisir les dirigeants, ce qui n'est pas notre cas, mais eux doivent vraiment penser à chaque fois... Ça, je pense que le général Gomard connaît ça beaucoup mieux que nous, mais doivent en général penser à chaque fois comment les autres acteurs potentiels au niveau international vont lire nos actions et nos réactions. Oui, général. Oui, non, tout à fait. Alors,
Le vrai sujet pour les Russes, c'est que leur armée, visiblement, présente quelques faiblesses. On vient d'assister à une pause opérationnelle de 72 heures et il semble qu'ils aient repris une marche en avant. Ils ont dû se réorganiser par derrière parce qu'on a bien vu, effectivement, qu'ils ont utilisé simplement leur artillerie sol-sol ou des missiles tirés depuis la mer. On va en parler parce qu'il y a du mouvement, effectivement. Et ils ont repris une marche en avant. Je pense qu'ils ont eu pas mal de pertes, ils ont eu pas mal de véhicules détruits. Et il était pour eux l'occasion de se réorganiser, ce qui était absolument important, indispensable, parce qu'ils étaient toujours dans une marche, en fait, en espérant gagner et j'allais dire convaincre les cœurs ukrainiens, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, de la justesse de leur opération. Et les premières forces qui sont entrées n'étaient pas du tout des forces, j'allais dire, lourdes, lourdement équipées. On a vu des chars, bien sûr, mais en tous les cas, pas en nombre suffisant. De même que l'utilisation de l'artillerie, l'utilisation de l'aviation. Je compare, si vous voulez, l'entrée des Américains à Bagdad en 91 ou en 2003, ils ont utilisé 40 000 ou 20 000 frappes. Les Russes ont utilisé là 100 à 200 missiles. Donc c'est très très faible au regard de... Et les frappes qu'ils ont occasionnées aujourd'hui du côté de Lviv, c'est pour couper les lignes de communication si possible et surtout taper et prévenir l'OTAN d'arrêter de livrer de l'armement aux Ukrainiens. Et l'idée sur Odessa est sans doute aussi la même chose. Juste une dernière question pour vous, Alice Ekman, parce que je sais qu'après vous devez partir, mais est-ce qu'il est vraiment malin de la part de l'Occident de demander à la Chine de choisir, de dire où est son camp finalement? Parce qu'en fait, la Chine, elle est entre les deux aussi, on comprend bien ce que vous dites. Je ne pense pas qu'elle est entre les deux. En fait. Pour tout vous dire, il y a quand même des clivages aujourd'hui géopolitiques majeurs qui se sont confortés et élargis depuis 2018. Et attention, la rivalité sino-américaine est quand même très structurante. Aujourd'hui, il faut la prendre en compte. Non, mais si on met l'Europe au milieu de ça, l'Europe, elle ne compte pas pour rien pour les Chinois. L'Europe, elle ne compte pas pour rien pour les Chinois quand même. Si. Elle ne compte pas pour rien, mais dans leur lecture des événements, ce n'est pas le fauteur de troubles, ce n'est pas l'acteur qui doit vraiment être à la table des négociations. Étonnamment, dans leur lecture des événements. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'OTAN et les États-Unis sont les grands fauteurs de troubles internationaux et que finalement, si quelque chose devrait être fait, ce serait aussi de leur côté. C'est-à-dire que, in fine, la Chine aimerait un recul de la présence militaire américaine, ou un affaiblissement de l'OTAN, ou des garanties de l'OTAN. Alors, ils ne le disent pas publiquement, mais dans l'approche et dans la vision des rapports de force, c'est cela. Parce que la Chine, quand même, analyse le conflit par une vision quand même qui est très, très géostratégique en fonction des pôles. Pour elle, il y a quand même le pôle occidental qui est, in fine, le grand méchant loup, qui est responsable d'énormément de choses. Et aujourd'hui, les tensions entre Chine et États-Unis n'ont jamais quand même été aussi fortes depuis plus de 10 ans. Et puis surtout, il faut le dire quand même, le ressentiment envers l'Occident au sens large n'a jamais été aussi fort en Chine au sein du parti que depuis Mao, clairement. Donc l'exacerbation, on est quand même aujourd'hui dans différents logiciels d'interprétation et d'analyse du conflit et il y a quand même plus de convergence entre Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se sont vus plus de 36 fois depuis 2013 que clairement entre Bruxelles et Pékin ou entre Washington et Pékin. Cela dit, il y a la réelle politique et puis il y a la réalité économique. La grande question, c'est à quel point les enjeux économiques, et vous l'avez rappelé, les États-Unis et l'Union européenne sont de loin le premier partenaire commercial de la Chine, de loin derrière la Russie. Est-ce que tout cela va adoucir les mœurs et réorienter la position de la Chine? À mon avis, il faut s'attendre à une réorientation légère du discours de la communication chinoise, mais pas du tout du positionnement de fond. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, nous expliquer tout cela. Je vous laisse